Savoir que l'on est enceinte est un heureux événement dans la vie d'un couple et plus particulièrement dans la vie de la femme. S'il est bien vrai que la majorité des grossesses arrivent à terme, il n'en demeure pas moins que certaines grossesses sont interrompues avant le terme. On parle alors de fausses couches et nous en débattons ce soir juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous allons aborder un sujet, une question pas très heureuse mais qui mérite d'être débattue afin d'éclairer plus d'une. Et pour aborder le sujet des fausses couches ce soir, nous avons avec nous le docteur Adedo Valère, notre gynécologue obstétricien qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci encore d'accepter notre invitation à débattre ce soir. C'est moi Alors, qui vous remercie. nous avons eu de fausses compagnies quant au témoignage sur la question, mais nous avons quand même tenu à faire cette émission afin d'éclairer ceux qui sont encore dans le noir. Et je m'en vais vous poser tout de suite la première question. Qu'est-ce qu'une fausse couche? Alors, merci beaucoup, Whitney. C'est toujours un plaisir d'être dans votre compagnie. Alors, pour répondre donc à la question, la fausse couche, c'est une perte de grossesse ou, si on veut, une expulsion donc, du produit de conception avant la 20e ou la 22e semaine d'aménorrhée. D'accord. Qui correspond à peu près à quel âge de la grossesse? Oui, donc qui correspond à peu près au 5e mois. Au À peu près au 5e mois. Donc, lorsqu'une femme perd sa grossesse avant le 5e mois, on parle donc de fausse couche, tout simplement. Et donc, la fausse couche peut arriver jusqu'au 5e mois? Oui, en fait, la grossesse peut arriver jusqu'au 5e mois et lorsque la femme perd cette grossesse, on dira qu'elle a fait un avortement, donc une fausse couche. Voilà. Et justement, pour répondre donc à cette question, toujours pour enchérir, il y a deux types en fait. Il y a ce qu'on appelle la fausse couche précoce et les fausses couches tardives. Les fausses couches précoces se voient beaucoup plus au premier trimestre, donc les 3 premiers mois, et la fausse couche tardive, donc vers le 2e trimestre, donc vers le 5e mois. Le 5e mois. Alors, dans nombre de centres de santé, le carnet de suivi de grossesse n'est pas attribué aux femmes avant la fin du premier trimestre. Est-ce qu'il y a une raison valable à ça? Alors, la raison valable tout simplement, c'est parce que généralement, la première grossesse, la première consultation prénatale débute autour de la 12e semaine, voire 13e semaine d'aménorrhée. Parce que c'est en ce moment que la placentation commence au moment de la grossesse et c'est en ce moment également qu'on demande généralement les bilans de grossesse. Voilà, c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est en ce moment qu'on choisit pour pouvoir également non seulement faire ce qu'on appelle le diagnostic de la grossesse, donc on fait souvent une échographie qui permet donc de dater la grossesse. Donc bien avant, c'est vrai, ça ne veut pas dire que la femme ne devrait pas consulter avant cette période, puisque dès lors que la femme a un retard, c'est ce qu'on appelle une aménorrhée, dès que la femme a une absence ou un retard des règles, elle doit en principe faire le test, consulter, donc se rapprocher d'un centre de santé pour qu'on puisse faire le diagnostic de la grossesse. Parce que n'oublions pas que la femme peut être enceinte, mais la grossesse peut ne pas se retrouver dans l'utérus. Donc il est important donc, de faire une première échographie qui permet donc de pouvoir vraiment confirmer la grossesse et être sûr que la grossesse va évoluer. Et après cela, maintenant, on donne généralement un rendez-vous un mois après qui tombe autour de la 13e semaine pour pouvoir débuter donc la consultation prénatale. Donc là, on laisse le sort décider si la grossesse continuera ou pas. Non, pas du tout. Au premier trimestre, le premier trimestre, c'est un moment très important pendant la grossesse, puisque c'est à cette période que l'embryon se constitue, donc c'est la période et donc c'est une période très fragile et il est important de préciser que la formation, si un enfant doit être bien formé, c'est au cours de cette période. C'est pour cela que je dis que la femme ne doit pas attendre 3 mois avant de consulter. Dès lors qu'elle voit
qu'elle a un retard des règles, elle doit consulter pour qu'on puisse faire une échographie et donner les consignes en fait. Voilà, et c'est essentiellement, et également on leur prescrit, on leur met généralement sous de l'acide folique qui permet donc de pouvoir prévenir un certain nombre de complications, notamment les malformations chez l'embryon, avant de débuter donc les consultations prénatales à la fin donc du premier trimestre. Ouais. D'accord. Il y a certains professionnels de santé qui disent, peut-être que vous serez d'accord avec, qu'il faut dès l'instant qu'on a un désir de maternité, commencer par prendre l'acide folique, même avant la conception. Bon, pour celles qui n'ont pas forcément exprimé l'envie de conception, mais qui se sont retrouvées enceintes et donc qui commenceront pas à prendre l'acide folique dès la première consultation, que ce soit avant, dès l'absence des règles, ou est-ce qu'il y a un risque, le fait qu'on n'ait pas pris d'acide folique avant la conception de l'enfant, est-ce qu'il y a un risque de fausse couche? Oui, bien évidemment, il y a un risque de fausse couche, non seulement de fausse couche. Bon, effectivement, pour répondre à la question, il est important de prendre de l'acide. Pour toute femme qui désire ou qui a un projet de grossesse, il est important de prendre de l'acide folique, qui a de la vitamine B9, 3 mois avant de tomber enceinte. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous, les gynécologues, on a l'habitude de... Bon, c'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes, dans les habitudes donc pour les femmes de consulter, de faire ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle avant de tomber enceinte. En principe, quand on a un projet de grossesse, on doit consulter avant. Peut-être aussi que les grossesses viennent nous trouver. On n'a pas forcément de projet, mais voilà, on se retrouve juste devant le fait accompli. Oui, on peut, mais normalement, ça doit être un projet. La grossesse, ça doit être un projet tout comme, voilà, tout comme quand on se marie, c'est un projet. Donc, voyager, de la même manière, faire des études, justement, donc, etc. Pour ne pas vraiment être dans l'urgence, en fait. Donc, il est important de planifier les grossesses, de les programmer. Mais comme vous l'avez dit, si, fort heureusement, ça arrive, eh bien, on a toujours le temps d'éviter certaines complications en prenant très tôt de l'acide folique au premier trimestre. Donc, pourquoi? Pour pouvoir éviter, en fait, certaines malformations. Les essais sont des anomalies, donc, de fermeture, donc, du tube neural, je veux pas, ça c'est un peu, pour entrer un peu plus, pour les professionnels de la santé comprennent, en fait, ce que je suis en train de dire. En fait, ce sont des malformations, je ne sais pas si vous avez entendu parler du spina bifida, c'est des anomalies une absence de fermeture donc au niveau donc de la colonne vertébrale, donc vous allez voir certaines malformations, même au niveau du ventre, de l'abdomen également, vous allez voir il y a certaines complications également dues à la non fermeture donc de la paroi abdominale à cause du fait qu'on n'a pas pris donc ce produit. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on insiste beaucoup plus sur ça. Il est important que la femme le prenne pendant le premier trimestre. Voilà, avant de continuer par la prise du fer et de l'acide folique tout au long de la grossesse. Donc, celles qui décident délibérément de ne pas prendre l'acide folique, vous voyez ce soir à quoi est-ce que vous exposez vos enfants? Parce que ce n'est pas seulement les enfants qui souffrent, mais les parents également. Parce que porter une grossesse pendant 9 mois, aller accoucher et découvrir ces malformations qu'on aurait pu éviter, ça doit faire du mal, aussi bien au moral que... notre santé financière. Tout à fait. Alors, docteur, quelles peuvent être les causes d'une fausse couche? Alors, quelles peuvent être les causes d'une fausse couche? Déjà, avant peut-être de répondre à cette question, il est important aussi de distinguer les différents. Il y a ce que nous appelons les avortements, parce qu'il y a ce qu'on appelle les fausses couches spontanées. Ça, c'est les avortements spontanés qui arrivent et à distinguer des avortements provoqués. C'est là où j'allais en venir, parce que dans le jargon, enfin pour le commun des pas le commun des mortels, mais pour nous qui ne faisons pas partie du corps médical, quand on dit avortement, c'est que c'est provoqué. Voilà, je comprends. On pense que c'est lié à la personne. Non, en fait, ce n'est pas ça. Il faut distinguer. Il y a plusieurs définitions de l'avortement, de la fausse couche. Quand c'est spontané, là, ça veut dire que, bon, pour ça aussi, on verra, pour ces causes sont totalement différentes. Quand l'avortement, par exemple, est provoqué, on peut provoquer en prenant, par exemple, certains médicaments ou en faisant certaines injections, dans le but, parce qu'on ne s'est pas préparé à cette grossesse, et donc on veut s'en débarrasser. Et donc, dans l'avortement provoqué également, il y a aussi deux notions importantes à savoir. Quand c'est fait dans un pays qui légalise l'avortement, on parle d'interruption volontaire de grossesse. Voilà. Mais quand, IVG tout simplement, mais quand c'est dans un pays qui n'a pas encore autorisé, légalisé,
on parle d'avortement clandestin. Et ce sont ces avortements clandestins qui sont beaucoup plus à l'origine des complications, beaucoup plus de complications, même de mortalité maternelle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les fausses couches font partie donc d'un problème donc de santé publique à cause de la mortalité qui est très élevée. Et les études vont jusqu'à dire qu'une femme meurt toutes les 10 minutes des suites de complications d'avortement. Donc c'est à ne pas banaliser, c'est très très important. Alors maintenant, pour revenir donc aux causes, là je pense qu'on a déjà éliminé dans cette introduction les causes, donc la partie volontaire. Donc on va maintenant s'attarder beaucoup plus sur les avortements spontanés, ou les fausses couches usuelles en fait qu'on a l'habitude de voir. Alors la première des raisons, c'est on se dit que ça, quand ça arrive, c'est peut-être une anomalie chromosomique. Parce qu'au premier trimestre, vous allez voir plusieurs types donc, de grossesse, vous allez faire une échographie et on peut vous découvrir par exemple un œuf clair. C'est-à-dire que c'est une grossesse sans embryon. Quand ça arrive, les femmes se posent un certain nombre de questions. C'est dû à quoi? On essaie de les rassurer parce qu'en fait, l'homme, c'est après tout, c'est un mammifère, c'est un peu comme dans l'espèce. Vous voyez par exemple, prenez la poule, quand la poule pond des œufs, des fois il y a des œufs qui n'ont pas, qui n'éclorent pas. Et donc, c'est valable aussi dans l'espèce humaine. D'accord? Mais généralement, on les voit suite à des anomalies chromosomiques. Ça veut dire que l'œuf, en soi, ne comporte pas tout le matériel génétique nécessaire pour arriver à terme. Et comme on l'a dit, ça peut être dû à certains événements. Par exemple, parce qu'en fait, on n'a pas peut-être une bonne qualité ovocytaire. Parce que, n'oublions pas que c'est le croisement de l'ovule et du spermatozoïde. Donc, il faudrait avoir un spermatozoïde qui soit de qualité avec une morphologie normale. Et de l'autre versant, du côté de la femme aussi, il faudrait qu'on ait des ovocytes de bonne qualité. Et donc, pour avoir cela, il y a un facteur déterminant qui va influer cela, c'est l'âge. C'est pour cela qu'on conseille en fait de faire les enfants très tôt. Après 40 ans, vous avez le risque d'anomalie chromosomique qui est très élevé. Donc, et c'est des deux côtés, hein, que ce soit chez la femme que chez l'homme. L'homme, c'est vrai, on a l'habitude de dire que l'homme peut faire des enfants à n'importe quel âge, mais on oublie que la qualité de ces spermatozoïdes aussi diminue en fait. Et donc, plus l'âge de l'homme augmente, c'est-à-dire plus l'âge avance, et moins vous avez de bons spermatozoïdes. Et donc, la faute aussi peut provenir en fait de l'homme qui n'a pas un bon spermatozoïde et qui peut être à l'origine de la fausse couche donc de la femme. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on a un cas donc de fausse couche répétée, on va regarder de près les deux côtés. On demande un spermogramme à l'homme également pour pouvoir voir quelle est la qualité donc de son sperme. C'est très important. En dehors de cela, comme je l'ai dit, l'âge c'est très important. On ne conseille pas les grossesses après 40 ans, sauf bien sûr une femme qui n'a pas d'enfant et qui se retrouve à 42 ans, bien sûr on va l'aider. On va l'aider vraiment avec les méthodes de procréation médicalement assistée pour qu'elle puisse vraiment également avoir un enfant. Et là, comme je l'ai dit, elle sera assistée pour qu'elle puisse avoir vraiment un embryon de bonne qualité. Voilà, donc il y a un traitement qui suit. Donc c'est pas qu'elle décide elle-même. Voilà. Donc c'est une femme qui va rentrer donc dans la procréation médicalement assistée. En dehors de cela, il y a également d'autres causes. Hein. Vous avez par exemple les problèmes utérins. Parce qu'en fait, n'oublions pas, quand l'œuf est fécondé au niveau de la trompe, si je veux faire un petit rappel anatomique, vous avez l'ovule qui, en fait, l'ovocyte qu'on appelle l'ovule, qui sort donc de l'ovaire lors de l'ovulation et qui sera aspiré par la trompe et déposé au niveau de la partie externe de la trompe. Et le spermatozoïde va le croiser à ce niveau. D'accord? Et quand l'œuf devient donc un œuf fécondé, va migrer maintenant pour revenir vers l'utérus, qui sera donc le lieu de nidation. Maintenant, si se fait que l'utérus, qui est censé porter cette grossesse, contient des fibromes, surtout certains fibromes qui compriment ou qui ont de l'influence un peu sur l'endomètre, puisque l'endomètre, c'est le tissu sur lequel va venir s'agripper la grossesse. Donc, lorsqu'il y a des fibromes qui ont des influences un peu sur l'endomètre, eh bien, la nidation ne va pas se faire, la grossesse va couler. Donc, lorsqu'on a un fibrome utérin, ou bien plusieurs fibromes, eh bien, ça peut être à l'origine également des fausses couches. En dehors de ça, vous pouvez avoir aussi des tumeurs, des volumineuses tumeurs ovariennes, qui peuvent aussi comprimer l'utérus et ne pas favoriser donc également une bonne nidation. En dehors de ça, il y a également d'autres causes également. Quand vous voyez par exemple
des femmes qui subissent par exemple des avortements provoqués, ou peut-être parce qu'on a eu à envoyer des tiges à l'intérieur de l'utérus pour couler la grossesse, ça va laisser des séquelles au niveau de l'utérus, de l'endomètre, donc ce qu'on appelle des accolements, des synéchies au niveau de l'utérus, et qui ne vont pas permettre une bonne compliance. Donc l'anidation, l'œuf n'aura pas vraiment assez de place pour pouvoir vraiment s'y développer. Donc qu'est-ce qui va se produire? La grossesse va couler. Voilà. Vous avez également d'autres maladies chroniques comme le diabète. C'est pour cela que lorsqu'une femme diabétique a un projet de grossesse, il faudrait qu'elle soit sûre que son diabète est équilibré avant de tomber enceinte. D'où l'intérêt de la consultation préconceptionnelle. Dès le projet. Dès le projet, voilà. Donc, si votre diabète n'est pas équilibré, ce n'est même pas la peine d'essayer de tomber enceinte. Vous aurez des complications, des fausses couches, ou vous allez voir des fois, quand la grossesse arrive à dépasser la période de fausse couche, c'est-à-dire si l'âge de la grossesse arrive à être beaucoup plus avancé, la grossesse peut s'arrêter à tout moment. Donc il y a des grossesses arrêtées dues tout simplement au fait que le diabète n'était pas bien équilibré. Voilà. En dehors de ça, vous avez également d'autres maladies comme l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie également qui peuvent provoquer également donc des fausses couches. Et également, vous pouvez avoir également des infections. Toute infection, que ce soit une infection du vagin maltraité, ça peut fragiliser. Vous savez que le col, après le vagin, c'est le col. Donc, quand vous ne traitez pas, une femme enceinte qui ne traite pas bien une infection du vagin, ça peut fragiliser le verrou, c'est-à-dire que ça peut traverser le col et s'attaquer donc à l'œuf. Et vous allez voir, c'est des femmes, par exemple, qui peuvent perdre même du liquide amniotique à la 15e semaine d'aménorrhée, des fois même à la 20e semaine d'aménorrhée, et perdre leur grossesse. Juste parce qu'il y a une infection qu'on a banalisée. On a mal traité. Voilà. Que ce soit, ça peut être aussi une infection urinaire, toute infection, même le paludisme. Parce qu'en fait, le paludisme, surtout dans nos milieux tropicaux, est beaucoup plus pourvoyeur également de fausses couches, pourvoyeuse plutôt de fausses couches, parce que quand on ne traite pas bien, paf, ça va couler. Et toute situation également de fièvre peut couler une grossesse. Lorsqu'une femme fait la fièvre, l'urgence c'est de calmer, de baisser la fièvre, avant peut-être de se rendre à l'hôpital. Sinon, la fièvre peut tuer votre bébé. Donc c'est très important. Il faudrait que les femmes sachent cela. En dehors de ça, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est le tabagisme. Par exemple, parce que maintenant il y a le tabac qui prend le dessus, l'alcool. C'est toute substance nocive également peut provoquer également des fausses couches chez la femme. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte autour de la grossesse que je suis sûre que beaucoup de personnes ignorent. Par exemple, les infections. Je ne savais pas qu'une simple infection vaginale pouvait porter atteinte à la bonne poursuite d'une grossesse quand même. Alors, docteur, est-ce que... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, l'autre chose également, je voulais aussi insister sur le poids. Un autre facteur très important. D'accord? Parce qu'en fait, une femme trop maigre peut occasionner, c'est-à-dire la maigreur peut être également à l'origine de fausses couches. Et donc c'est dans les deux cas, sens, trop maigre ou trop grosse. Ou voilà, l'obésité également. D'accord. Donc c'est pour cela que... C'est pourquoi je reviens encore sur l'importance de la consultation préconceptionnelle. Comme ça, en fait, on reçoit des conseils. Si on est en surpoids, on vous donne des conseils nutritionnels, s'il faut être suivi par un nutritionniste, pour que vous soyez vraiment dans les bonnes conditions. Je pense qu'on va peut-être revenir sur les méthodes préventives voilà, on va peut-être insister beaucoup plus sur ça. C'est pas simple, hein? Alors, quand on voit certaines personnes s'amuser avec la grossesse ou accoucher, s'amuser avec les enfants, pendant que d'autres personnes se tuent et donneraient tout pour vivre cette expérience, c'est vraiment dommage. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les primipares sont plus enclins à avoir des fausses couches que celles qui ont déjà connu 1, 2, 3 maternités? Sur ce côté, sur ce point, en fait, c'est vrai que les prémis sont moins exposées. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont un col qui est bien tonique. Par contre, une femme, par exemple, qui a eu plusieurs accouchements, 5, 4, c'est des femmes qui ont un col beaucoup plus, je ne dirais pas... Voilà, ça rejoint également un peu cette question d'incompétence cervico-segmentaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une béance au niveau du col, la femme peut perdre sa grossesse. Parce que des fois, normalement, dans le processus normal, quand une femme tombe enceinte, le col doit être bien tonique, bien fermé.
Mais quand le col n'est pas bien fermé, ça peut être sujette aussi à des fausses couches. Et c'est quand c'est détecté tôt qu'on fait on fait le cerclage. Le cerclage, justement, voilà. qu'on fait le cerclage. Et donc, par exemple, quand vous prenez une femme qui a accouché plusieurs fois, suite aux accouchements, parce que chaque accouchement constitue un traumatisme au niveau du col. Carrément. Carrément. Dit comme ça, c'est... Oui, bon, il faudrait que ça constitue un traumatisme au niveau du col. Et si d'aventure encore, cette femme a eu ce qu'on appelle une déchirure du col suite à un accouchement, cette déchirure peut fragiliser donc le verrou dont je parle au niveau du col et donc peut être donc à l'origine donc des fausses couches chez les femmes, bien sûr, qui ont accouché plusieurs fois. Donc, les femmes ayant suivi des césariennes sont quelque peu sauvées de... Bon, ça dépend aussi de la cause de la césarienne, vrai, voilà, de ce qui a poussé à se faire la césarienne. Bon, on dirait que c'est les césariennes programmées alors, où on n'a pas eu besoin d'entrer en travail et tout. Ouais. Bon, mais en fait, c'est ce que je dis, il faut surtout, c'est pourquoi nous, on s'intéresse beaucoup plus à l'interrogatoire, on pose des questions pour voir un peu le vécu de la femme. Si elle a eu à pratiquer par exemple des avortements clandestins, puisque des fois pour faire des avortements, on est obligé d'envoyer du matériel à l'intérieur de l'utérus. Donc on force un peu l'ouverture au niveau du col, on fragilise un peu le verrou. Et ça fait en sorte que quand cette femme tombe après enceinte, le col n'est plus vraiment tonique et donc beaucoup plus béant et on sera obligé donc de faire donc, ce cerclage préventif. Donc, mesdames, nul besoin de cacher certains pans de vos vies quand vous allez en consultation parce que c'est pour votre bien-être. Justement. Docteur, la prochaine question, est-ce que les fausses couches peuvent être héréditaires? Fausses couches héréditaires, c'est trop dit en fait. D'accord. Trop dit dans le sens, c'est vrai que la majorité des fausses couches, comme on l'a dit, on peut avoir une grande portion qui provient de l'anomalie chromosomique. D'accord, mais quand on dit anomalie chromosomique, c'est des accidents qui peuvent arriver une fois, mais dès lors que ça se répète plusieurs fois, c'est là où on se dit, ou bien il y a un problème au niveau du chromosome qu'il faut aller regarder de près des deux côtés. Et là, on est obligé donc de demander une analyse qu'on appelle le karyotype pour voir, je ne veux pas prononcer certains mots, puisque ça c'est des détails beaucoup plus techniques, pour voir s'il n'y a pas une mutation au niveau des gènes au niveau du chromosome. Donc on va regarder de près donc les chromosomes des deux côtés, hein, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au jour d'aujourd'hui, dire qu'un spermogramme normal chez l'homme suffit largement pour dire à cet homme que monsieur, vous n'avez aucun problème, je pense que c'est révolu. Voilà, c'est pour ça que maintenant le spermogramme seul ne suffit pas. On va checker, on regarde un peu de près l'ADN spermatique pour voir est-ce qu'il n'y a pas de fragmentation, puisque ces fragmentations peuvent être aussi à l'origine en fait des fausses couches à répétition dans le couple en fait, chez la femme. Donc, dire héréditaire ou héréditaire peut-être dans une minime portion, comme je l'ai dit, dans une minime portion, peut-être 10% des cas. Mais généralement, c'est juste un accident, peut-être parce qu'il y a eu un petit souci au niveau des chromosomes, tout simplement. D'accord. Par héréditaire, moi j'entendais en fait, parce que la mère, on a souffert, la fille, on souffrira. Non. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Non, ça n'a aucun rapport. Alors, nous en venons, quels sont donc les symptômes de la fausse couche? Alors, les symptômes de la fausse couche, généralement, c'est un peu comme c'est comme un travail d'accouchement. Quand une femme est enceinte et que la grossesse arrive à terme, qu'est-ce qui se passe? Elle ressent des contractions. C'est pareil également quand, avant la 20e semaine, comme on le dit, c'est une femme qui est enceinte, qui porte une grossesse, qui évolue. Et puis subitement, elle ressent donc des contractions. Donc les contractions qu'elle peut qualifier comme des crampes, les crampes au niveau du pelvis. Donc quand ces contractions ne sont pas arrêtées et qu'elles continuent, et généralement il y a des femmes qui banalisent cela, elles ont mal au bas-ventre, elles se disent non ça va passer, elles ressentent cela comme des douleurs menstruelles. Un peu de space-fond. On prend un peu de space-fond, mais des fois ça passe, ce space-fond, mais quand ça continue, il faudrait consulter. Sinon, quand ça persiste, c'est là où vous allez commencer par saigner. Donc vous allez avoir donc des saignements. Les saignements suivis donc de caillots de sang, et c'est là où les femmes paniquent et commencent à se dire ah, attention là c'est sérieux, ça devient sérieux. Donc voilà un peu les différentes manifestations donc des fausses couches. Vous avez donc des contractions utérines, donc les douleurs, les crampes
pelvien qui commence, suivi donc de saignements. Et si on veut vraiment aller en profondeur, des fois, nous, sur le plan clinique, on va même jusqu'à distinguer ce qu'on appelle l'avortement incomplet, c'est-à-dire les fausses couches incomplètes, les fausses couches complètes, parce qu'en fait, ça commence, c'est très douloureux. D'accord. Mais lorsque le produit de conception, c'est-à-dire lorsque la grossesse est totalement évacuée, vous allez voir la douleur s'estompe en même temps. Mais quand l'avortement est incomplet, c'est-à-dire quand la fausse couche, c'est-à-dire qu'il reste encore des débris à l'intérieur de l'utérus, l'utérus continue pas à se contracter. Pour essayer d'expulser voilà. ce qui reste. Et donc c'est seulement en venant à l'hôpital qu'on fait l'échographie. Et c'est l'échographie maintenant qui permet de confirmer, de dire ah c'est un avortement qui est complet ou c'est un avortement incomplet. Ou si c'est juste une menace d'avortement. Des fois la femme peut saigner, ça peut être des petites traces de sang, mais en fait qui n'auront pas un grand impact en fait sur le fœtus. D'accord. Du coup là c'est une menace d'avortement. Si on arrive à prendre les mesures qu'il faut en mettant donc les médicaments qu'il faut, ça peut s'arrêter, la menace peut s'arrêter pour qu'on n'arrive pas à la fausse couche. D'accord. Voilà. Mais dans tout le cas, dès qu'on remarque des saignements, il faut consulter pour avoir un avis médical clair là-dessus. Tout à fait. D'accord. Et est-il possible de faire une fausse couche dans le cas d'une grossesse extra-utérine? Oui, en fait, quand on parle de grossesse extra-utérine, c'est quoi? C'est une grossesse, c'est un cas de grossesse, mais qui n'est pas logé dans l'utérus, donc en dehors de l'utérus. C'est pourquoi on parle de grossesse extra-utérine. Et généralement, c'est une grossesse, comme je l'ai dit, si vous vous rappelez du rappel anatomique, la grossesse, c'est-à-dire que la grossesse, d'abord, initialement, a lieu au niveau de la trompe, et c'est ensuite la grossesse, cette grossesse-là, le fécondé, qui doit migrer pour venir se loger dans l'utérus. Donc, lors de cette migration-là, lorsqu'il y a un obstacle sur le chemin, c'est-à-dire si l'obstacle, par exemple, lorsque une partie de cette trompe est bouchée à un niveau donné, ou bien rétrécie, la grossesse est obligée de s'arrêter en chemin et de se développer à ce niveau. Et lorsque la taille de cette grossesse va dépasser la taille donc, de la trompe va saigner, et la dame va commencer par saigner en fait. Donc c'est ça la grossesse extra-utérine rompue. Donc oui, c'est une fausse couche, mais qui a lieu en dehors de l'utérus. Mais une fausse couche assez particulière pour laquelle une prise en charge adéquate doit être faite parce que ça met en danger, ça met en fait en jeu le pronostic de la dame. Parce que si rien n'est fait, elle peut perdre sa vie. Voilà. D'accord. Donc, pour rappel, une grossesse extra-utérine ne pourrait suivre le parcours normal d'une grossesse logée au sein de l'utérus. Jamais. Quels que soient les... Il y a des cas, de... bon, parlant de l'issue de la grossesse, est-ce que vraiment on peut avoir un bébé, n'est-ce pas? Voilà, est-ce qu'on peut accoucher? Oui, il y a des cas de grossesse extra-utérine, mais qualifiés de grossesse abdominale, d'accord, qui ne se loge pas dans la trompe, mais qui se loge dans l'abdomen. Ça existe, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est la trompe qui aspire l'œuf et le spermatozoïde va le croiser en fait. Donc, on peut avoir une grossesse en fait qui va tomber, qui se loge au niveau de l'abdomen en fait. Donc, si c'est au niveau de l'abdomen, oui, puisqu'il y a de l'espace au niveau de l'abdomen, la grossesse peut évoluer, puisqu'il y a des cas de grossesse abdominale qui sont arrivés même jusqu'à la 30e semaine. Et finalement, on a dû de découverte échographique et on a dû opérer donc les patients. Donc, c'est des enfants qui sont gardés après en néonatologie et qui sont vivants. Pour s'assurer qu'ils vont bien. Non, ils vont bien. En tout cas, mais ce n'est pas de la grossesse à souhaiter parce que c'est très très dangereux. Puisque cela, comme je l'ai dit, ça met en danger la vie de la femme. Sur ce, nous allons aller à la pause publicitaire puis nous revenons tout de suite. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix.
Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. De retour sur ce plateau, nous continuons dans le débat que nous avons initié plus tôt. Et docteur, vous aviez dit tantôt que lors des consultations, on peut découvrir que la femme est en train de faire un avortement ou qu'il y a eu une fausse couche, mais pas complète. J'aimerais savoir, dans ce cas, comment est-ce que vous l'annoncez aux patientes? Parce que quand on va en consultation, on espère toujours avoir une bonne nouvelle. Mais dans ce cas de figure, comment est-ce que vous l'annoncez à votre patiente? Alors, avant de faire l'annonce, comme vous l'avez dit, il faut s'assurer que le diagnostic est vraiment bien posé. Donc, une femme qui arrive, qui saigne, et bien après avoir fait l'échographie, et l'échographie nous permet vraiment de savoir si la grossesse va évoluer ou s'il s'agit vraiment d'une fausse couche, c'est-à-dire la grossesse s'interrompt à ce moment. Eh bien, on y va. Vous savez, nous, les gynécos, que ce soit les sages-femmes, tout personnel médical, on doit être donc, on est d'abord au premier plan un soutien émotionnel, un soutien psychologique pour les patients. Il faut trouver des mots qu'il faut pour pouvoir la rassurer, dire qu'en fait, c'est pas être empathique, mais ne pas cacher la vérité. Vaut mieux dire ce qu'elle a, et comme ça, mais la rassurer en fait que c'est un accident qui peut arriver. Mais ça n'empêche pas qu'elle puisse tomber enceinte après. Donc, vous prendrez tout simplement les précautions nécessaires pour que cela ne se répète pas. Voilà. Maintenant, si vous remarquez qu'il y a des... Parce que chaque patiente est délicate, chaque patiente est un cas particulier. Donc, si vous remarquez que la patiente a besoin vraiment d'un appui psychologique beaucoup plus approfondi, là, vous la confiez à un psychologue. Voilà. Parce que sinon, il y a très peu de femmes aussi qui peuvent faire ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques avec détresse, tout ça. Donc, pour éviter d'en arriver là, si vous voyez qu'il y a une fragilité émotionnelle, c'est mieux de la confier à un psychologue. Mais surtout, il faudrait, puisque, comme je l'ai dit, au centre de santé, nous personnels de santé, comme je l'ai dit, nous devons être le premier soutien émotionnel. Donc, les mots choisis, même quand c'est un avortement provoqué, il ne faudrait pas être culpabilisant. Il ne faudrait pas que la patiente se sente culpabilisée. Il ne faudrait pas être moralisateur. Non, elle n'a pas besoin de ça. Parce qu'en fait, du moment où elle-même, elle commet, ou bien elle sait qu'elle est en train de vivre un avortement provoqué, que c'est provoqué, eh bien, ce n'est pas déjà, il y a un sentiment de culpabilité en fait qui est là. Anime, voilà. Donc ce n'est même pas la peine en fait d'aller zoomer en fait cela. Sinon elle risque de rentrer en fait dans ce syndrome post-traumatique de détresse, comme je le dis. Donc ça n'aide pas vraiment la femme. Ça n'aide pas. Il faut se montrer courtois, gentil, prévenant. Toujours expliquer ce qu'on veut faire, parce que des fois, il y a des cas, surtout d'avortement incomplet, où la femme, vous lui annoncez en fait qu'elle a perdu sa grossesse, mais ce n'est pas tout. Il va falloir faire maintenant nos traitements. Et généralement, ce traitement, nous appelons ça souvent une aspiration manuelle intra-utérine, souvent quand la grossesse a lieu, l'avortement a lieu au premier trimestre. Mais après, bon, généralement au premier trimestre, on appelle ça souvent AMU. Donc les femmes ont souvent l'habitude, c'est une aspiration. Et donc il va falloir lui expliquer les différentes étapes, les différentes procédures pour qu'elle soit aussi préparée, pour que toutes ces méthodes ne soient pas mal vécues après. C'est très important. Et je suppose que le soutien du conjoint ou du mari, dans ce cas-là, doit être très important. Toujours. Et ils doivent comprendre aussi que pas de jugement. Hein. Parce que c'est déjà dur. Ils sont juste là pour accompagner, apporter un peu de soutien et réconforter. La femme en a besoin. Comme je le dis, la femme a besoin d'être rassurée. C'est très important. Ça, ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui, mais c'est l'homme. C'est le docteur qui vous le dit. Alors, quel comportement faut-il adopter face aux symptômes que vous venez de décrire? Je ne sais pas quel comportement, c'est-à-dire le médecin ou la patiente en fait. La patiente. Oui. Alors, à la maison, j'ai fait un test, je sais que je suis enceinte
Et quand je vois des saignements, est-ce que je dois me dire, oh, Ok. ça va passer? Ou Ok. comme vous dites, Ouais. certaines qui, en cas de mal de bas-ventre et autres, préfèrent rester à la maison et se dire que ça va passer. Dans ce cas, quand on est enceinte, dès qu'on remarque ces symptômes, quelle est la conduite à tenir? Oui. Alors, la réponse, elle est claire. Vous êtes suivi, vous avez commencé un suivi de grossesse, vous êtes enceinte, vous êtes suivi. Eh bien, dès qu'au moins de bobo, je pense que ça, on le dit, on le martèle lors des suivis de grossesse. Dès que vous remarquez des signes de danger, revenez. N'attendez pas forcément votre date de rendez-vous pour alors, pour éviter donc d'en arriver à certaines complications. Comme je l'ai dit, ça peut commencer juste par une menace. Mais si la menace, si vous arrivez, par exemple, dès que vous avez une menace due au fait que vous avez des contractions qui commencent, quand vous rendez à l'hôpital, eh bien, on arrête la menace et on évite en fait une fausse couche. Donc, c'est très important. Dès l'apparition des premiers signes, il faudrait consulter. C'est très important. Il ne faudrait pas jouer au médecin. Et généralement aussi, vous allez voir les mamans qui disent non, attends un peu, ça va. Non. Au moindre signe, consultez. C'est très important. Ne prenez pas aussi surtout des médicaments sans avis médical. C'est très important. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, il y a des femmes, et souvent celles qui font ça, c'est celles qui ont peut-être 1 ou 2 enfants. Elles pensent qu'elles sont expérimentées. Elles sont déjà rodées. Ça n'a absolument rien à voir. Chaque grossesse a sa particularité. Voilà. Comme on dit, grossesse ne connaît pas ancien client. Voilà, justement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer, c'est vrai que nous l'avons brossé, mais qu'est-ce qui peut expliquer la survenue de fausses couches répétitives chez la femme? Est-ce que c'est la tante au village qui mange le fœtus dans le ventre? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Oui. Alors, pour répondre à cette question, c'est vrai que nous avons dit que lorsque la fausse couche se répète, il faut aller questionner un peu les chromosomes. C'est pourquoi je dis on demande souvent le karyotype. Mais avant le karyotype, on va faire un certain nombre de bilans des deux côtés. On va rechercher donc certaines sérologies, la sérologie de la toxoplasmose, de la rubéole. On dose un certain nombre de sérologies pour voir, puisque c'est des maladies également qui peuvent être à l'origine donc des fausses couches. Par exemple, la toxoplasmose. C'est pourquoi quand une femme tombe enceinte, on recommande par exemple de ne pas trop s'approcher de la laiterie des chats. Parce qu'en fait, vous pouvez facilement attraper également cette infection virale qui est la rubéole. Mais la toxoplasmose, c'est beaucoup plus dans l'alimentation, par exemple en mangeant la viande de porc mal cuite ou la viande de bœuf. Donc, c'est pourquoi une femme enceinte doit avoir une alimentation également équilibrée, bien faite, pour ne pas attraper certaines maladies qui peuvent être à l'origine des fausses couches. Éviter tout ce qui est charcuterie? Non, pas vraiment éviter. On ne sera pas vraiment dans l'excès, mais je pense que quand c'est bien fait, bien préparé à la maison, le problème ne se pose pas. On peut se faire de temps en temps plaisir. Justement, le problème ne se pose pas. D'accord. Donc, il y a des conseils alimentaires qu'on donne, mais quand la fausse couche, comme je l'ai dit, quand on est devant un cas de fausse couche répétitive, il faut demander donc ces 2 bilans, aussi rechercher également la sérologie rétrovirale au VIH, parce que le VIH aussi peut être également à l'origine également des fausses couches. Donc, on va vraiment faire un bilan des deux côtés, chez la femme et chez l'homme, pour voir qu'est-ce qui ne va pas avant de spéculer en fait. Parce que nous, les scientifiques, on ne spécule pas d'emblée. On essaie de fouiller parce qu'on se dit, si on n'a pas une raison, si on n'a pas d'explication, c'est parce qu'il y a forcément une raison quelque part. D'accord. Voilà. On va rester scientifique. Voilà. Alors, docteur, qu'est-ce que l'allo-immunisation rhésus? Encore un gros mot en fait. Vous en avez l'habitude, vous l'avez ça. Oui, en fait, c'est quoi? C'est juste une réaction de l'organisme, une réaction immunitaire de l'organisme. Bon, il y a plusieurs types. Hein. Par exemple, dans ce cas, c'est parce qu'on est dans le domaine de la fausse couche, on est en train de parler de la fausse couche. C'est des allo-immunisations au niveau des globules rouges, par exemple. J'explique terre à terre, en fait. On prend par exemple, généralement ça arrive chez les femmes qui ont un rhésus négatif. Je donne un exemple. Une femme, par exemple, qui porte une grossesse et son groupe sanguin est O-, d'accord? AB-, voilà. A-, voilà. Tout ce qui est moins. Dès lors que le rhésus est négatif, eh bien, si cette femme a un partenaire qui a plutôt un rhésus positif, eh bien, la grossesse pourrait être
avoir un groupe, un registre également positif. Donc, vous avez donc une maman, une mère qui est enceinte, c'est-à-dire au moins qui est enceinte par exemple d'un enfant qui est au plus. D'accord. D'accord. Au moment de l'accouchement, il y a souvent un passage donc de sang. Lorsque le sang fœtal qui est au plus va en contact avec le sang maternel, le sang maternel étant au moins ne reconnaît pas le registre positif. Du coup, son organisme va produire des anticorps anti-registre positif. Pour se défendre en fait. Parce que son organisme ne reconnaît pas le registre positif comme une attaque. Comme une attaque. Donc, va produire des anticorps contre ce registre positif. Donc, le problème ne se pose pas au premier accouchement. Maintenant, deuxième accouchement, eh bien, si le fœtus qu'elle porte encore est de O+, son organisme a déjà des anticorps anti-registre positif. Et donc, ces anticorps ne vont pas ménager cet enfant et vont l'attaquer, en fait. Ils partent à la guerre. Ils partent à la guerre. Et c'est là ce qu'on appelle l'allo-immunisation. Et ce fœtus peut subir donc les conséquences donc, de cette réaction immunitaire anticorps, antigène. Et donc, ça peut conduire également à une fausse couche ou d'autres malformations, d'autres maladies également. C'est ça l'allo-immunisation fœtomatale. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces attaques? Fort heureusement, on peut, à l'accouchement, souvent, par exemple pour le premier accouchement, si la mère est au moins et qu'elle accouche au plus, après l'accouchement, on prendra le soin d'administrer du sérum anti-D. C'est un sérum contre le registre positif à la maman, pour que sa maman ne puisse pas produire des anticorps pour les autres grossesses à venir. D'accord. Et dans le cas des avortements provoqués, volontaires, je vais dire, on n'a pas le temps de... Même si on ne connaît pas le registre de l'enfant. On le fait systématiquement. Du moment où la maman est de registre négatif et qu'elle vient de subir une fausse couche, on le fait systématiquement. Mais dans le cas où, malheureusement, elle ne consulte pas, parce qu'il y a plein de décoctions, de conseils qu'on suit, et qui, malheureusement, ne consultent pas pour déterminer, pour savoir qu'il y a un sérum de ce genre qu'on administre. Quelle est la conduite à tenir, si jamais il y en a? Oui, il y a une conduite à tenir. Elles ne sont pas pour autant condamnées. On va doser, on va faire ça, on pousse les investigations, on fait certaines analyses pour voir si dans l'organisme de cette femme en question, si elle a déjà produit des anticorps anti-resus. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi systématique. Donc, si d'aventure son organisme en a produit, il y a également des injections qu'on fait pour essayer donc d'attaquer donc ces anticorps. Mais à condition qu'elle donne sa vie antérieure ou bien tout ce qu'elle a subi avant cette grossesse-là. Ou bien est-ce qu'au cours de la grossesse, systématiquement, vous cherchez, est-ce que cette patiente a déjà eu un avortement ou un truc du genre? Oui, on demande. Mais c'est si je veux bien vous le dire. Oui, ça au cas où je ne le dis pas. Vous allez subir la conséquence. Parce que je l'aurais cherché, bien évidemment. Justement. On est là, on est des apporteurs de solutions, donc pourquoi cacher cette information? C'est vrai, si vous ne pouvez pas en parler à votre mari, mais au moins le gynéco ou la sage-femme qui vous suit, vous êtes en droit de partager cela avec. D'accord. Et une dernière question, y a-t-il des dispositions à prendre pour éviter de vivre des fausses couches à répétition, ou même de vivre la fausse couche tout simplement? Oui. Alors, les dispositions, c'est vrai, comme on vient de le dire, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. D'ailleurs, la première des choses, c'est ce que je dis, j'insiste en fait sur ma consultation préconceptionnelle pour ne pas subir, donc, pour ne pas en fait être victime donc, des fausses couches. Il est important de faire cette consultation préconceptionnelle. On a un projet de grossesse, tous les deux. Il n'y a pas que le bilan prénuptial. Non, je dis le bilan prénuptial. Oui, c'est ça, le bilan prénuptial. Il n'y a pas que ça qui est important, qui soit important. Il y a aussi cette consultation préconceptionnelle qui est très, très importante et qui permet, au cours de cette consultation, on va dépister donc les maladies préexistantes avant la grossesse. Et si on peut les traiter, ça va aider, en fait, comme on l'a dit, le diabète, une hypertension artérielle. Et comme ça permet d'équilibrer ces maladies chroniques avant que la femme ne tombe enceinte pour éviter donc les fausses couches. C'est des moyens préventifs. L'autre chose également, le conseil nutritionnel. Si vous êtes obèse, il va falloir consulter, revoir un peu, perdre un peu plus du gras, du poids,
Et ça optimise même les chances pour tomber enceinte et également pouvoir garder la grossesse jusqu'à terme. Si vous avez un fibrome, vous êtes porteuse d'un fibrome, il va falloir vous rapprocher d'un professionnel de la santé pour voir si ce fibrome, parce que ce n'est pas tous les fibromes, pour voir si ce fibrome peut occasionner une fausse couche durant ma grossesse. C'est très important. Et si le fibrome vraiment aura un impact, eh bien, on peut vous proposer de l'enlever avant que vous ne tombiez enceinte. C'est aussi des moyens pour pouvoir donc prévenir les fausses couches. Et également, la maigreur, je crois que j'en ai déjà parlé. Quand on est trop maigre aussi, c'est pas bon. Il va falloir prendre un peu plus de... Voilà, un peu plus de poids pour pouvoir... alors, il faut aussi éviter tout ce qui est substances nocives, tabac, le chicha. Voilà, je crois que j'en ai déjà parlé, l'alcool, pour pouvoir vraiment se donner autant de chances. Et quand je dis éviter le tabac, l'alcool, c'est des deux côtés, du côté de la femme et de l'homme. Quand on a un projet de grossesse, il faut se donner tous les moyens de son côté pour pouvoir y arriver. Et lorsque, dans votre passé, vous avez eu à subir une fausse couche, il va falloir également, parce qu'en fait, je veux mettre un peu plus l'accent, zoomer un peu ce côté de la chose. Il y a des femmes, par exemple, qui consultent. Et à l'échographie, on se rend compte que c'est un avortement incomplet. On leur propose une aspiration. Elles refusent. Elles rentrent chez elles, elles se disent que ça va aller. Oui, ça va passer effectivement, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'intérieur de l'utérus, le reste de ces débris va évoluer, va se calcifier, va donner en fait ce que nous appelons une hyperplasie. Ce sont des petites excroissances qui vont se former à l'intérieur de l'endomètre et vous empêcher plus tard de tomber enceinte, parce qu'en fait, la grossesse n'aura pas de place pour venir se nider dans l'utérus. Comme il se faut. Donc, c'est pour cela que même lorsqu'on est victime d'une fausse couche, il va falloir se rapprocher et pour vraiment faire le soin qu'il faut. Suivre le processus jusqu'à la fin. Voilà, très très important. Et je pense qu'on a balayé beaucoup de choses déjà pour ne pas revenir encore sur les autres détails. Donc, il est très important. Et je pense que tout cela se résume en faisant une consultation pré-conceptionnelle. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour celles qui sont dans le projet de naissance. Prenez rendez-vous chez le docteur Adodo. Merci encore pour ces éclaircissements que vous venez de nous apporter. Et je sais que ça sauvera la vie ou ça informera plus d'un parmi nous. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, pour faire un enfant, il ne suffit pas de faire l'amour, de jouir ou de prendre son pied. Il y a bien plus de paramètres à prendre en compte pour espérer avoir un enfant sain et sauf et vivre une aventure de grossesse et d'accouchement des plus bienveillantes. Ce sera tout pour aujourd'hui, malheureusement. Mais je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.